Pour résumer les deux précédents volets, nous avons évoqué l'imposture des droits de l'homme ainsi que leur interprétation légale à propos de la loi du 1er juillet 1972, dite loi contre le racisme, que je tiens pour une loi scélérate anti-française. Dans le deuxième volet, j'ai donné un aperçu de la loi du 19 juillet 1881, dite sur la liberté de la presse, loi très paradoxale, puisqu'il s'agit d'une loi de censure qui a pour but de verrouiller la liberté d'expression et de soumettre la presse au bon vouloir des banquiers, spéculateurs et autres affairistes qui en ont acquis la propriété. Puis nous avons abordé la religion, où je me suis attaché à démontrer que, justement, le judaïsme et l'islam n'étaient pas des religions, pas plus que Moïse et Mahomet devaient être considérés comme des prophètes de Dieu, à moins qu'ils n'aient été les prophètes du malheur, d'un Dieu cynique, sanguinaire, exterminateur, l'antithèse exacte du Dieu créateur de Jésus-Christ. Et si Mahomet est un Dieu clément et miséricordieux, alors c'est que les mots n'ont pas le même sens pour les catholiques et les idéologues musulmans. Encore un effet de l'inversion sémantique? Pour rester dans les temps, j'avais coupé une partie de ce deuxième volet. J'apporte deux petites précisions. Il ne faut jamais oublier que Moïse a été un prince égyptien ou a été élevé comme tel. Ce qu'on appelle la loi de Moïse, selon la volonté de Yahvé Dieu, pourrait être l'interprétation d'un culte égyptien amendé par lui et les Lévites, ce qui expliquerait l'origine de la Bible hébraïque, c'est-à-dire la Torah ou le Pentateuque dont nous avons parlé. Mais là, nous entrons dans le domaine de la spéculation pure. Pour en revenir à Mahomet, au moment où je préparais ce clip vidéo, une polémique a occupé l'attention des Français une grande partie de l'été 2016 autour de l'habit de la femme musulmane, la burqa ou le hijab. Et ceci à propos de la tenue de bain de femmes voilées que l'on désigne du néologisme burkini. On sait que les musulmans utilisent les femmes et les enfants pour faire de la provocation, tester la résistance des autochtones, voire pour sacrifier les uns et les autres au nom d'Allah. Des musulmans dits modérés affirment que l'obligation de porter ces habits d'enfermement féminin n'est pas inscrite dans le Coran, qu'elle procède de la seule volonté des islamistes, extrémistes ou fondamentalistes. Je suis désolé d'avoir à contrarier ces personnes, mais le fait de voiler la femme musulmane est clairement explicité en toutes lettres dans le Coran, dont voici le verset, traduction, ça varie. Je cite. Ordonne aux femmes de baisser les yeux, de conserver leur pureté et de ne montrer de leur corps que ce qui doit paraître, qu'elles aient le sein couvert, qu'elles ne laissent voir leur visage qu'à leur mari, leur père, leur grand-père, leurs enfants, aux enfants de leur mari, à leurs frères, leurs neveux, leurs femmes, leurs esclaves, leurs serviteurs, excepté ceux qui ne leur sont pas d'une absolue nécessité, et aux enfants qui ne savent pas ce qu'on doit couvrir. Qu'elles n'agitent point les pieds de manière à laisser apercevoir des charmes qui doivent être voilés. Ô fidèles, tournez vos cœurs vers le Seigneur, afin que vous soyez heureux. Sourate 24, verset 31. Plus hypocrite, plus pharisien que Mahomet, ce n'est pas possible, surtout quand on connaît la vie personnelle du pseudo-prophète. Cela lui va bien de faire la leçon, une parfaite illustration du « faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais ». En tout cas, vous saurez quoi répondre quand des musulmans vous rétorqueront que le port de la burqa ou du hijab ne font pas partie des commandements du beau modèle. Maintenant, je voudrais aborder deux notions fondamentales, deux structures qui fondent les sociétés humaines, sans lesquelles la vie en groupe serait impossible. Deux notions dont la République s'est fait ouvertement l'ennemi, au point d'avoir pour projet leur éradication. La nation et la famille. La famille, tout le monde sait qu'elle est la cellule de base de la société, et que sans la famille, il n'est point de vie possible en société, sauf à démontrer que le communisme, c'est-à-dire l'utopie, est viable au-delà des mots. Les expériences multiples de l'histoire et leur dénouement tragique nous renseignent abondamment sur le sujet. Pour la nation, c'est un peu plus compliqué. Étant moi-même nationaliste, je me revendique tel parce que je pose la nation comme fait premier de société. C'est dire l'importance du mot et toute l'étendue de son contenu sémantique. À ce sujet, il est intéressant de constater que pour défendre la famille, des centaines de milliers de Français
ont montré qu'ils étaient capables de descendre dans la rue, la manifestation pour tous. Mais quand il s'agit de défendre la nation, il n'y a plus personne. Et pourtant, que serait la famille sans la nation? La nation étant la famille des familles. La nation, c'est le peuple considéré dans les générations passées et à venir. Et pour bien comprendre ce qu'est une nation, il faut la définir clairement. Donc, pour que la nation existe, il faut réunir 4 conditions nécessaires et suffisantes: le territoire, la langue, la race, l'histoire. La résultante de ces 4 conditions définit la nation. Mais une seule de ces conditions fait discussion, le mot race, mot français dont le radical et les dérivés sont employés dans de nombreuses langues de par le monde. La définition la plus appropriée du mot race, dans la signification qui nous intéresse, est donnée par l'excellente rubrique que donne du mot le Robert. Je cite: « Famille considérée dans la suite des générations et la continuité de ses caractères. » On ne peut être plus simple ni plus clair. Autrement dit, race est synonyme de famille, la famille considérée dans sa filiation héréditaire. Race, racine. La famille proprement dite est horizontale, la race est la famille comprise dans sa verticalité linéaire à partir de sa souche historique. C'était l'apanage des grandes familles aristocratiques, mais c'est aussi l'apanage des familles du peuple français. Il n'y a aucune contradiction à la chose. Donc, la famille et la nation ayant été définies dans l'horizontalité et la verticalité, il faut établir clairement les différenciations qui s'imposent dans les termes afin de ne pas les confondre. La nation n'est pas la République. La nation est la chair vivante de la France, c'est-à-dire le peuple dans sa continuité historique. La nation n'est pas l'État qui n'est qu'une structure administrative désincarnée, tandis que la République n'est que la forme politique de l'État. Donc la République n'est pas la France. La République n'est elle-même qu'un simple composé idéologique en contradiction permanente avec l'ordre naturel. Elle est donc virtuelle et contient dans son principe le vice de sa propre obsolescence. Il est important d'avoir toutes ces différenciations pour aller voter ou s'abstenir de voter en fonction des circonstances politiques que connaît la France actuellement. Encore une chose importante à rappeler et à se souvenir à propos de la nation. Cela fait des décennies que l'on met en cause le mot. La nation et les frontières seraient la cause de toutes les guerres et de tous les maux de l'humanité. Je m'inscris en faux contre cette contre-vérité. Ce ne sont jamais, jamais au grand jamais les nations qui déclarent ou provoquent les guerres. Ce sont les États et ceux qui les gouvernent, c'est-à-dire les politiciens eux-mêmes. Les peuples ne déclarent jamais les guerres. Par contre, ils sont toujours bons pour fournir la chair à canon et les envoyer au massacre. Avant d'aller plus loin, je vais évoquer une anecdote concernant ce qu'on appelle la grosse presse française, bien française celle-là, presse du système, dite encore presse mainstream. C'est un petit film de 1947, vu récemment, qui m'en a suggéré l'idée. Un film un peu noir, d'Henri Decoing, mais l'anecdote en question n'a rien à voir avec le thème principal. Il s'agit d'une scène secondaire qui se déroule dans un bistrot situé au sein d'un quartier de la presse parisienne. Un groupe de journalistes voisins se retrouve régulièrement autour d'une table. Ils ont appris qu'un banquier du quartier était sur le point de racheter leur journal. L'un des journalistes attablés lance: « Après tout, un journal, c'est comme le reste, ça se vend et ça s'achète. » Ce à quoi un de ses collègues scandalisé rétorque: « Un journal, c'est ce qu'il ne faut pas vendre. » Le collègue qui vient de faire cette protestation indignée est la plume qui monte à la rédaction. Un nom, une signature. Et il décide de lancer une pétition pour empêcher le journal d'être vendu au banquier. Il assure lui-même la négociation avec la direction du journal. Résultat de l'opération, le journal est vendu aux spéculateurs, le journaliste qui a mené la négociation est nommé rédacteur en chef, et ses collègues, signataires de la pétition, sont tous virés. Ce journaliste, qui s'appelle Dumur,
va même jusqu'à plaquer sa petite amie, une jolie midinette, qui l'attend tous les soirs, sagement attablée devant un jus de raisin. Alors qu'elle s'inquiète auprès d'un des journalistes débarqués de ne plus le voir, celui-ci lui enlève ses dernières illusions et lui jette d'une voix forte qui résonne dans le bistrot « Dumur est un salaud ». Eh bien, voyez-vous, depuis les années 1950, depuis la première affaire Hersant, toute la concentration qui s'est opérée dans la presse française s'est déroulée selon le même schéma. Et encore, Hersant, celui que ses ennemis de gauche appelaient le papivore, était un journaliste professionnel. Je tiens les 36 000 cartes de presse, c'est-à-dire les 36 000 journalistes officiellement reconnus par l'administration, aux exceptions près, bien sûr, pour des Dumur. Il y a longtemps qu'on le sait, le journalisme n'est plus un sacerdoce. Les journalistes sont devenus au mieux des employés de commerce comme les autres, au pire, des commissaires politiques. Leur métier n'est plus de transmettre l'information, mais d'intoxiquer le citoyen, de le manipuler sans scrupule. Ils n'ont que les patrons qu'ils méritent, comme ce patron du quotidien Le Monde, qui a fait fortune dans le porno et qui en sait voici peu. Quand les journalistes m'emmerdent, je rachète leur journal. Après, ils me foutent la paix. On ne peut mieux apprécier l'exceptionnelle élévation intellectuelle et morale de l'individu, un parmi d'autres. Et il y a pire, c'est que ces Dumur, ces enfumeurs, ces enfoireurs de plumes, se veulent en plus justiciers et se font donneurs de leçons. Traîtres, faux culs, prétentieux, tels sont les pseudo-journalistes du système. Je voudrais maintenant démystifier le mot laïcité, toujours dans le but de montrer ce déviationnisme mental qui consiste à faire dire au mot le contraire de ce qu'il signifie. Laïque est un mot grec qui veut dire peuple. Sous l'Ancien Régime, le laïc était celui qui n'était pas religieux. C'était aussi simple que cela. Aujourd'hui, avec l'anticléricalisme officiel de la République, depuis la Révolution française, il est devenu le maître mot du combat contre l'Église catholique et contre toutes les soi-disant religions. Sous le dérivatif de laïcité, il est venu à signifier exactement le contraire de ce qu'il veut dire, une religion. La religion apatride du mondialisme, du globalisme, de l'effacement des frontières, de la destruction des nations, du cosmopolitisme, du communisme ou communautarisme, du veau d'or, bref, de ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. C'est-à-dire que le mot laïcité a fini par désigner le culte de la religion officielle de la République, la franc-maçonnerie, cette franc-maçonnerie que les francs-maçons eux-mêmes définissent comme la religion de la République. On patauge en plein délire sémantique. J'ai déjà évoqué quelques-unes de ces inversions. Le mot tolérance est encore un exemple parmi les plus significatifs. Tolérance veut dire strictement exception au principe d'autorité, au principe d'ordre. Par dérivation, l'exception est devenue la généralité et s'est substituée au principe. Si bien que de dérive en dérive, le mot tolérer est venu à signifier tolérer l'intolérable. Et si vous refusez de tolérer l'intolérable, on dira que vous êtes intolérant. Autrement dit, le mot tolérance est devenu synonyme d'anarchie. Le contraire de ce qu'il veut dire d'ailleurs. C'est un véritable renversement de concept. De même que lorsque vous entendez quelqu'un dire qu'il est humaniste, vous comprenez tout de suite qu'il est communiste. Et quand un quotidien s'intitule Libération, il faut comprendre aliénation. Dès sa fondation par de pseudo-révolutionnaires, ce quotidien portait déjà les stigmates de ce qu'il allait devenir, tout comme le monde, contre les identités nationales, et l'humanité contre tout ce qui n'est pas communiste. Il y a aussi des phrases complètes à prendre pour le contraire de ce qu'elles insinuent. Lorsqu'en 2012, le candidat socialiste à la présidentielle, François Hollande, déclare aux Bourget sous les acclamations devant une salle surchauffée, je cite, « Mon véritable adversaire, il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti, il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera jamais élu et pourtant il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. » Il faut comprendre que le candidat socialiste couche avec Rothschild, Rockefeller
et peut-être Soros, le fameux financier apatride aussi véreux et vicieux qu'il est valétudinaire. La langue française est une langue d'une précision logique extraordinaire. Elle ne trompe pas, elle ne ment pas. On peut la faire mentir un temps, quelque temps, mais pas tout le temps. C'est la langue du réel par excellence, la langue de la vérité, de la précision de l'expression. Ce qui ne l'empêche pas d'être aussi la langue de la poésie et de la beauté littéraire. Il a fallu que j'arrive au tard de la vie pour entendre dire que l'orthographe est un fascisme d'exclusion. S'il m'arrivait de croiser l'individu mâle ou femelle qui a osé proférer le premier cette insulte contre la langue française, que je considère comme ma seconde mère, je crois que je n'hésiterai pas à lui mettre ma main dans la figure. Vous avez aussi entendu parler de Nuit debout. Ces gauchistes qui dorment le jour et font la révolution la nuit autour d'un thème central récurrent. Comment combler le vide mental d'un intellectuel de gauche névrosé qui passe son temps à répondre à des questions qui relèvent de l'utopie ou du fantasme idéologique. Je leur suggère un excellent sujet de débat qui les aidera à trouver une solution à leur angoisse ontologique. Le travail comme fascisme d'exclusion et ne rien faire comme projet existentiel du vivre ensemble. Après les entrées, passons au plat de résistance. Je vais donc aborder la plateforme politique de Force française. J'avais prévu d'évoquer le référendum d'initiative populaire. Compte tenu de l'importance du sujet, il faudrait un volet entier. Il est vrai que tous les thèmes qui font l'objet de cette plateforme sont importants, mais au lieu de les énumérer, je vais développer 4 thèmes fondamentaux d'une manière un peu inhabituelle, toujours dans l'esprit de traiter le fond des choses. Je l'ai divisé en 4 parties. La défonctionnalisation de la France et la débolchevisation de la fonction publique. 2. La déconsommation. 3. La désimmigration. 4. La déféminisation. Je prends des risques. D'abord, une précision importante. La plateforme politique de Force française est divisée en 2 parties. L'ordre temporel et l'ordre intemporel. L'ordre intemporel, c'est le permanent, l'immuable, ce qu'on ne touche pas et qui constitue le fond et la forme de notre identité française. C'est la famille, c'est la nation, c'est la religion catholique, c'est notre langue, c'est notre histoire. D'une façon générale, nous mettons sous le vocable d'intemporel tout ce qui concerne l'aspect patrimonial de notre société. L'ordre temporel, c'est le tout venant, l'évanescent, la politique au jour le jour, bref, ce qui concerne la vie du peuple français au quotidien, des Français de leur vivant, dans tous les domaines et dans tous les aspects de la vie en société. C'est la politique proprement dite. Grand A, commençons par la défonctionnalisation et son corollaire, la débolchevisation. S'il y a une institution qui pose problème en France, un problème tabou parmi les plus tabous, c'est bien la fonction publique. La France est le pays le plus fonctionnalisé du monde industrialisé après les dictatures communistes. Le chiffre officiel est de 5 500 000 fonctionnaires. État, administration territoriale, santé. Pour se repérer, il est important de savoir comment se définit le fonctionnaire. L'INSEE m'a donné cette définition que je juge à la fois pertinente, simple et lumineuse. Et fonctionnaire, toute personne salariée sur les prélèvements obligatoires. Je note que cette définition a disparu du site internet de l'INSEE. Autrement dit, les fonctionnaires sont des salariés non productifs, rémunérés sur la valeur ajoutée produite par les actifs productifs de la société civile. Si donc on s'en tient à cette définition, la fonction publique ne se limite pas aux seuls titulaires de l'État, mais s'étend aussi à d'autres activités périphériques comme les associations subventionnées ou à des protections sociales telles que le RSA, le chômage, y compris les intermittents du spectacle pour prendre cet exemple particulier. Si bien qu'on arrive au chiffre d'environ 14 millions de personnes qui vivent peu ou prou de l'argent public. Et je ne tiens pas compte de toutes les corporations subventionnées, comme c'est le cas de l'agriculture productiviste et d'autres secteurs de l'économie. Bolchevique
est le nom des communistes russes du temps de l'Union soviétique. Quel est le rapport? Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à partir de 1944-1945, la France a été victime d'un viol institutionnel gravissime quand 5 communistes français sont entrés dans le premier gouvernement de la Libération. Le mot libération étant ici une façon de parler. Au titre de leur pseudo-résistance à l'occupant, qui a surtout été une occasion de profiter de la guerre pour tenter de prendre le pouvoir en France. 2 ministères importants seront attribués aux communistes. À Marcel Paul, dit le capot de Buchenwald, le ministère de la production industrielle, c'est-à-dire le ministère de la reconstruction du pays. Mais surtout à Maurice Thorez, le ministère de la fonction publique, le patron du Parti communiste français d'alors, déserteur et traître à la France, allait ainsi imposer à l'État le fameux statut de la fonction publique qui porte son nom, le statut Thorez. De Gaulle avait négocié avec Staline son retour de Moscou, où il s'était réfugié durant toute la guerre pour échapper à ses obligations militaires. Mais par crainte d'une réaction des vainqueurs de l'Allemagne nazie, De Gaulle fit en sorte que celui qui relevait du peloton d'exécution soit épargné de l'indignité nationale. Il sera nommé ministre de la fonction publique avec rang de ministre d'État, une façon de le neutraliser en lui ouvrant les portes de l'administration. Faire entrer les communistes dans le gouvernement, c'était faire entrer le loup dans la bergerie ou inoculer le cancer avec risque de métastase et de cancer généralisé. Ce qui n'a pas manqué, c'est aussi pour les communistes une occasion de prendre à terme le contrôle de l'État, ce qui n'arrivera pas, heureusement. Mais en 1983, sous le régime du socialo-communiste Mitterrand, c'est encore un communiste, Anicet Le Pors, qui va s'atteler à la réforme du statut Thorez, et on s'en doute dans un sens toujours plus favorable aux fonctionnaires, qui finiront par constituer la principale clientèle électorale de la gauche. La fonction publique, c'est l'État. Résultat, on peut dire que depuis 70 ans, l'État français est devenu un État crypto-communiste. Et les Français ne le savent pas ou font semblant de l'ignorer. Je rappelle que Thorez, le soi-disant chef du Parti des travailleurs, avait lui-même suggéré que le traitement des fonctionnaires soit maintenu constamment au-dessus du salaire des ouvriers à hauteur de 30% pour renforcer la dictature de l'État français. Depuis, aucun homme politique n'a osé toucher au statut Thorez. Il ne faut surtout pas en parler. C'est le tabou des tabous que recouvre le silence prudent de Conrart. 70 ans plus tard, la fonction publique écrase littéralement la France, elle l'empêche de respirer, elle l'étouffe. Tout l'appareil de l'État a été détourné au profit de la fonction publique et de ses nombreux privilèges et privilégiés. Celle-ci n'est plus qu'un gigantesque réservoir électoral que se disputent âprement les mouvements politiques républicains, tous partis confondus. Elle est une entrave au dynamisme et au rayonnement de la France, un boulet que le pays traîne au détriment de ses enfants les plus productifs, les plus méritants. Elle constitue la mauvaise graisse de la société française. Il s'est établi une inversion de maître à serviteur. La fonction publique est de fait la domestique de la société civile. Mais tout se passe comme si la société civile, créatrice de richesse et de bien-être, était au service de l'État et non l'État au service de la société civile. L'État absorbe plus de 57% de cette richesse alors que la proportion normale devrait se limiter à 30%. Grand serviteur de l'État est une expression qui avait cours sous l'Ancien Régime parce qu'on servait d'abord le roi. Elle n'a aucun sens en régime républicain. On ne sert pas l'État. C'est l'État qui sert la société civile. Ceux qu'on appelle les grands serviteurs de l'État sont surtout des serviteurs au service d'eux-mêmes, de leur famille, de leurs amis, et cela au détriment des administrés. En somme, ni plus ni moins que dans toute bonne république bananière. Le statut Thorez doit être aboli. Il doit être remplacé par un véritable statut d'une fonction publique au service de la société civile et non l'inverse. 3 réformes s'imposent. 1. Suppression du droit de vote et obligation de réserve pour les fonctionnaires et les assistés, sauf pour les catégories régaliennes de sécurité et la santé. 2. Suppression de l'impôt sur le revenu pour les mêmes. 3. Nomination des administrateurs territoriaux
et non leur élection, maire, conseiller, président de région, etc. B, grand B, déconsommer pour consommer moins, mais mieux. Par déconsommation, j'entends l'économie au sens large, comprenant la production industrielle, l'agriculture, l'environnement. Elle est orientée selon deux directions bien distinctes, les productions à haute valeur ajoutée, les productions à basse valeur ajoutée. La France, de par son histoire, s'est lancée dans les technologies à haute valeur ajoutée, tandis que la basse valeur ajoutée, c'est-à-dire les produits de consommation courante, a été dans son ensemble sacrifiée à coup de délocalisation au bénéfice de la première. Tous ceux qui travaillent ne sont pas nécessairement ingénieurs ou techniciens. La masse des ouvriers qui trouvaient dans les fabrications courantes de quoi vivre décemment s'est retrouvée sinon au chômage, le plus souvent à rechercher du travail dans des secteurs tertiaires comme le service, le commerce, le tourisme, quand ce n'est pas l'assistanat ou la fonction publique récupératrice. Quand on parle d'économie, il faut savoir d'où l'on vient. Personnellement, je ne dois rien à l'État républicain. Cet État républicain qui n'aime ni la France, ni les Français. Je suis un homme du privé à 100%, c'est-à-dire 0% de matière grasse publique. Je suis un homme du privé d'essence et de naissance. C'est donc l'État républicain qui me doit, et si je ne lui dois rien, lui me doit beaucoup. Mon expérience personnelle de l'entreprise était encore celle des patrons créateurs de leurs propres affaires. J'avoue que j'aurais du mal à me sentir à l'aise dans les conglomérats capitalo-financiers d'aujourd'hui, de type CAC 40. On ne sait plus très bien qui est qui fait quoi, à qui ces concentrations industrielles ou commerciales appartiennent. Elles constituent des quasi-monopoles, sont totalement déshumanisées, et le fait d'appeler directeur des relations humaines celui qu'on appelait jadis chef ou directeur du personnel n'y change rien. Ils ont beau se donner des apparences humanistes, gaver leur personnel de valeurs humaines et de leur philosophie de bazar, donner dans le cosmopolitisme de la diversité qui n'est qu'une autre façon de justifier le métissage, tandis que le DRH a beau se la jouer gourou de l'entreprise, voire curé laïque du personnel, puisque la laïcité a ses curés, nous sommes dans le matérialisme productiviste et consumériste le plus agressif, le plus porteur de mauvais présages pour l'avenir. Les grands patrons d'aujourd'hui sont le plus souvent des gens nommés, voire des hauts fonctionnaires extraits des cabinets ministériels, ce qui nous a valu de beaux crashs industriels, dont le dernier en date est le cas Alstom. Ils travaillent beaucoup plus pour les actionnaires que pour les clients. Et gourou ou pas, humaniste ou pas, ils taillent dans la chair humaine lorsqu'il faut sacrifier des emplois. Ils n'ont qu'un objectif, concentrer toujours plus, jusqu'à ce que l'économie devienne une authentique économie d'État à l'échelle de la planète et que les regroupements industriels finissent par ressembler aux combinats soviétiques de triste mémoire ou aux conzernes de l'Allemagne nazie. Loin de moi de vouloir noircir exagérément le tableau. Il existe certes de très beaux fleurons industriels dans tous les domaines. Mais cela ne nous rassure pas pour autant quant à l'avenir. Nous sommes entraînés malgré nous dans une fuite en avant sans retour possible, qui ne peut déboucher à terme que sur un cataclysme économique et financier sismique d'ampleur mondiale. Cette issue est inévitable quand on est entraîné malgré soi dans une spirale anthropique qui détruit l'énergie autant que les cœurs et les âmes. Cette fuite en avant du toujours plus matérialiste a déjà eu raison de l'agriculture de terroir et de tradition. Il ne faut pas oublier que le processus d'anéantissement de notre agriculture paysanne vient en particulier de l'application du plan Marshall, lequel, à plus d'un titre, a largement contribué à l'alignement de l'Europe sur les États-Unis et a constitué les prémices de la construction européenne sous l'aile protectrice du géant américain dans un rapport de vassal à suzerain. D'autre part, le retour des revanchards du Front populaire à la libération, alliés aux résistentialistes de tout poil, a eu également raison de la corporation paysanne issue du régime de Vichy,
dont le projet était justement de dissocier l'agriculture des normes économiques de l'industrie. On oublie trop souvent que la France a d'abord été une nation paysanne, qu'elle a vécu des siècles sous la ferme autorité des trois ordres médiévaux qui ont longtemps structuré la société française. Ceux qui prient, ceux qui combattent, ceux qui travaillent. C'est ainsi que le maillage du territoire s'est progressivement répandu à partir de cette représentation ternaire, le château, l'église, le village. Bien que déjà existante dès le Haut Moyen-Âge, voire dès les Mérovingiens, cette organisation a permis de stabiliser relativement le pays et d'édifier au cours des siècles ce grand pays qu'est devenu la France. Avec la révolution industrielle, ceux qui travaillent vont devenir des ouvriers et les paysans seront abandonnés à leur sort par la République, qui verra surtout en eux un immense réservoir électoral pas toujours docile. À partir des années 1960, la République gaulliste achèvera la désertification des campagnes au bénéfice des villes en usant de contraintes vexatoires, tant pour fournir de la main-d'œuvre à l'industrie qu'à la fonction publique. Aujourd'hui, les villages sont fleuris, mais ils sont vidés de leurs paysans. On y trouve des résidents secondaires, des retraités, des assistés et quelques actifs tournés vers les animations touristiques, festivalières, hôtelières. Le paysan est mort. Il a fait place à l'agriculture, aux méthodes productivistes de monoculture industrielle intensive, avec les conséquences que l'on sait, tant sur le plan social et financier que sur l'environnement et la qualité alimentaire. Alors même qu'il a existé durant des siècles un relatif équilibre ville-campagne, les villes ont explosé au détriment des campagnes. On parle maintenant de villes-mondes, c'est-à-dire de villes cosmopolites constituant à elles seules des concentrations humaines illimitées. C'est dans cet esprit que l'on parle du Grand Paris, du Grand Lyon, du Grand Marseille, à l'imitation des grandes capitales mondiales hérissées de gratte-ciel. La mondialisation voulue par les affidés du nouvel ordre mondial fait des ravages et écrase les hommes et la nature. C'est là où l'on voit que les pseudo-humanistes sont à l'œuvre. Nous retiendrons donc deux mesures parmi d'autres. 1. En économie, baisse de 20% du SMIC, point de repère. Nous prenons volontairement une direction opposée à la tendance des forces dites progressistes qui voudraient au contraire augmenter le SMIC dans les mêmes proportions. L'explication de cette singularité viendra en son temps. 2. En agriculture, nous demandons la patrimonialisation de la terre agricole française et la réhabilitation de l'agriculture familiale de type polyculture-élevage avec une orientation générale, ferme et décisive en faveur de l'agriculture biologique. Grand C. La désimmigration ou l'immigration à rebours. Les LES et migration plus loin. À rebours. Disons-le tout de suite, l'importation de masse immigrée en France n'a jamais eu pour objectif d'amener de la main-d'œuvre allogène pour faire le travail que les Français ne voulaient pas faire, mais plutôt dans un esprit à courte vue, de casser l'influence des syndicats dans un premier temps, puis de tirer les salaires à la baisse. Rien de contradictoire avec ce que je viens de dire à propos du SMIC. Dans un deuxième temps, le véritable objectif de l'immigration de masse a consisté à provoquer un séisme anthropologique afin d'opérer un changement de population par substitution. Il s'agit de remplacer des populations historiques légitimes enracinées, les Français de souche en l'occurrence, par des populations déracinées, sans légitimité, sans passé, sans culture, venues de tous les horizons de la planète, afin d'en faire les nouveaux esclaves au service du nouvel ordre mondial. Mais aussi, il ne faut pas négliger cette dimension de permettre aux forces occultes qui gouvernent le monde de s'emparer des richesses de l'Europe et ainsi de spolier les peuples européens historiques en même temps que les anéantir. À ne s'en tenir qu'à la France, ces invasions migratoires tournent aujourd'hui à la submersion ethnique. Elles n'ont d'autre raison que de provoquer des coups de bélier afin de détruire la civilisation française. On a essayé de nous faire gober, entre autres balivernes,
que ces populations venaient nous enrichir de leurs différences alors qu'elles n'ont rien à nous donner. Elles ne viennent pas pour nous enrichir d'on ne sait quoi. Elles viennent pour prendre, accaparer et au besoin piller le pays avec leurs soutiens politiques locaux. Quant à leurs prétendues différences, de quoi parle-t-on? Quelle est la valeur de leur rapport quand elles ont renié leur propre pays? Ce qui veut dire que, prenant le chemin de l'exil, elles ont clairement pris le parti de rejeter ce dont elles étaient censées nous enrichir. Sinon, pourquoi auraient-elles quitté leur pays? S'il fut un temps où il a bien existé une immigration de travail que l'on peut comprendre sous certaines conditions très strictes, immigrer pour travailler n'a jamais signifié prendre la nationalité. Le travailleur immigré est un salarié comme les autres et bénéficie des mêmes avantages sociaux. On ne voit pas en quoi il serait redevable de la nationalité française. Depuis la loi Veil sur l'IVG en 1975, il s'est passé 41 ans au moment où je parle dans ce clip. Cela veut dire qu'en 41 ans, 12 millions de petits Français sont passés à la moulinette de l'avortement, expédiés sans autre forme de procès au bon Dieu pour peupler le paradis des petits anges. Dans ce chiffre, je comprends les enfants potentiels qu'auraient déjà donné les avortés mâles ou femelles, et femelles. Le chiffre global des avortements correspondant en gros à la population immigrée présente... Oui, le chiffre global des avortements correspond en gros à la population immigrée présente sur le territoire français. Aujourd'hui, on en est à l'invasion de peuplement. Mais une chose surprend. Comment interpréter l'étrange silence des chefs d'État africains, orientaux et autres, d'où sont issues ces populations erratiques? Silence hypocrite ou silence de connivence? Toute l'histoire de la décolonisation et de la post-décolonisation depuis la Seconde Guerre mondiale est encore un de ces gigantesques fiascos dont la République française a le secret. Encore une fois, nos élus et nos fonctionnaires se sont montrés très en dessous de la situation. Mais est-ce vraiment par un effet de leur incompétence chronique ou l'exécution d'un plan dûment concerté? Nous retiendrons ces premières décisions. 1. Contractualiser la présence des étrangers et leur descendance depuis leur entrée en France à dater de 1962. 2. Réinstaurer des relations étroites avec les États d'où sont issues ces populations afin de préparer au mieux et dans de bonnes conditions la réinstallation de leurs ressortissants. Grandet. Déféminisation et revirilisation de la société. Je le dis clairement, pour moi l'égalité homme-femme n'existe pas. C'est tout au plus un fantasme de déviant. Tout est différent entre l'homme et la femme, mais tout converge vers un but, la reproduction et la famille. Le dynamisme de la femme s'exprime par son besoin d'amour et de reconnaissance. L'amour au sens extensif est le carburant de la femme. Le reste n'est que le nécessaire accessoire. Quant à la notion d'égalité, elle n'a pas lieu d'être. Il n'y a rien d'égal dans la nature. Rien d'égal entre l'homme et la femme, sinon des rapports de complémentarité réciproque. L'égalité, ce totem du totalitarisme, signifie la mort anthropique. Au contraire, je considère le différentiel inégalitaire comme un puissant moteur social, générateur d'énergie vitale, donc de négantropie. En calquant la promotion de la femme sur l'homme, on a dénaturé sa spécificité biologique et sociale. La femme n'a pas pour but d'être un homme à la place de l'homme, mais d'assumer en toute responsabilité ce pourquoi elle est faite, d'être la femelle de l'homme et sa compagne, et non de se substituer à lui. Au pire, elle peut avoir, comme l'État par rapport à la société civile, une fonction de subsidiarité. Une subsidiarité qui peut être permanente dans certains couples quand l'homme est défaillant ou n'est pas à la hauteur de ses responsabilités. Comme cette femme se plaignant à la radio, « Je n'ai pas épousé un homme, j'ai épousé un boulet. » Pas de chance pour la dame, elle n'est pas tombée sur le bon du premier coup. Je suis tranquille que les boulets, il y en a à l'appel. Faute de grive, on se contente de merle. Surtout quand on se fait séduire par un beau merle siffleur, n'est-ce pas, mesdames? Durant des décennies, j'ai dû endurer le mythe de la libération de la femme. Là aussi, il n'y a jamais eu de libération de la femme, il n'y en aura jamais. La femme libérée, c'est la prostituée, la féministe et la souillon de bas étage. Ces dames du caniveau revendiquent d'ailleurs l'expression pour elles-mêmes.
La femme moderne s'est voulue femme libérée, mais ce faisant, elle n'a fait que singer l'homme, n'ayant d'autres spécificités que ce que leur ont donné Dieu et la nature. Les femmes ne peuvent que l'imiter, non sans talent parfois, et même souvent, mais aussi égaler ses défauts, voire les dépasser dans le pire. Mais elles restent seules. Elles ont de belles situations, de belles voitures, mais l'homme qui est assis à côté, s'il n'est pas au moins de mêmes conditions, n'est qu'un homme entretenu. Il fut un temps où les bourgeois envoyaient leurs filles à l'université dans l'espoir de les marier à un beau parti. Aujourd'hui, les filles dominent dans ces mêmes universités et il n'y a plus de beau parti à épouser parce qu'il n'y a plus d'hommes au sens mâle. Donc elles prennent la place des hommes, autrement dit, elles ne sont plus à leur place. J'accuse les femmes d'avoir déserté leur foyer. Je les accuse au nom d'une fausse liberté d'avoir adopté l'avortement pour s'affranchir de leurs responsabilités familiales. Je les accuse de trop s'exposer dans la politique politicienne au point d'en devenir grotesques. Je les accuse même d'être responsables en partie de la désertification des campagnes, conséquence de leur propre désertion de la ville. Je les accuse de se laisser pourrir mentalement par toute une littérature féministe qui leur a chamboulé la cervelle, déjà branlante naturellement chez certaines, sans pour autant changer le fait qu'étant femmes, elles ne seront jamais autre chose que femmes, même en changeant de sexe ou de genre. Mais sont-elles responsables de cet état de choses? Bien sûr que non. Tout cela est voulu, organisé, manipulé au plus haut niveau mondial. Il s'agit non pas d'élever la femme, mais de l'instrumenter pour abaisser l'homme, pour l'émasculer physiquement, psychiquement, socialement. Ceci dans le but de le transformer en sous-homme dès l'enfance et de fabriquer l'esclave dont le nouvel ordre mondial a besoin pour s'imposer et dominer le monde. Je ne vois qu'un seul domaine où la femme excelle, où elle peut donner toute la mesure propre à sa nature féminine, à sa volonté combattante, à son effervescence tonique. C'est le vaste espace que recouvre le domaine patrimonial. J'ai déjà dit que la vocation première de la femme, c'est de reproduire et d'élever sa progéniture, sauf si elle a épousé le Christ. Mais elle a aussi un rôle social majeur, transmettre, et pas nécessairement comme maîtresse d'école. On sait aussi que beaucoup de femmes sont obsédées à l'idée de prouver. Elles ont toujours quelque chose à prouver alors qu'on ne leur demande rien. Si demande il doit y avoir, c'est de s'en tenir à leur état naturel de mère et d'épouse. Les femmes n'ont rien à prouver parce qu'elles sont le centre de la vie. Après, libre à elles d'imiter l'homme pour se prouver à elles-mêmes ou à autrui qu'elles sont des hommes comme les autres. Mais rien ne permet d'affirmer que cela soit suffisant pour les élever humainement. Rien ne permet d'affirmer que cela puisse leur apporter ce petit quelque chose de plus qui les rend si aimables, si gracieuses, si avenantes, je veux dire femmes heureuses et épanouies. Ces quelques thèmes politiques rapidement évoqués, osons-nous poser cette question. La République dite française est-elle une mafia? Ce n'est pas moi qui y réponds. Voici une trentaine d'années, ce n'est pas d'hier, un journaliste s'étonnait devant un ancien ministre du général de Gaulle à propos des trafics de drogue et autres, qu'il n'y eut point de mafia organisée en France comme dans l'Italie voisine. Il se demandait pourquoi notre pays échappait à la contamination de la pieuvre. Le ministre lui fit cette réponse stupéfiante. La France n'a pas besoin de mafia, il y a l'État. Le message m'arriva comme un coup de massue, au point que cette boutade, qui ne l'est pas tout à fait, m'est restée gravée dans la mémoire. Je ne me souviens plus du nom du ministre, peut-être Pierre Messmer. Cela correspondrait au personnage, mais je ne suis pas sûr. Presque à la même époque, un ancien patron de la compagnie Air France assénait, toujours à la radio, cette révélation qui m'a laissé pantois, là aussi, et que je mets en relation avec la première. Si nous, je cite, si nous connaissions les personnes que nous transportons dans nos avions, nous ne serions pas toujours fiers du métier que nous faisons. Certes, ce constat était ramené au transport aérien de l'époque, mais cela en dit long sur la réalité de notre monde. Celui qui a osé cette troublante confidence était censé savoir de quoi il parlait. Donc la République française serait-elle une mafia?
ou la mafia des mafias et des sous-mafias? Et le chef de l'État, le président de la République, serait-il il capo di tutti capi? Quelle mafia? Quelle mafia? La mafia politicienne, la mafia des grands corps de l'administration, la mafia syndicale qui a la même mise sur la fonction publique, le tout relié à l'international? Union européenne mafia, ONU mafia, OCDE mafia, FMI mafia, Banque mondiale mafia, BRI mafia, OMC mafia, toutes organisations ouvertement mondialistes. Et bien sûr, la mafia des banques centrales, dont la réserve fédérale américaine, la mafia des cartels bancaires, la mafia des paradis fiscaux, et non loin les mafias du crime, argent sale, drogue, trafic d'armes, trafic d'organes, prostitution, traite des êtres humains ou néo-esclavage. Sans compter les lobbies relevant des multinationales ou les groupes de pression divers et variés subventionnés ou stipendiés au service des puissances d'argent, dont la presse du système. Pour couronner le tout, non point la mafia, mais la secte des sectes, le pouvoir judéo-maçonnique, qui met en musique le nouvel ordre mondial. Et tout cela, bien entendu, fonctionnant en réseau, en interconnexion, à une altitude, une hauteur. Ils vivent tous dans des avions, d'où on ne peut même plus voir les peuples, ni les nations, peut-être même oublier qu'ils existent. Tout le personnel politique républicain n'est que le personnel de service de ces puissances mondialistes ou globalistes. Les électeurs français s'imaginent que les élus de la République les représentent. Non, ces prétendus représentants du peuple représentent en fait les puissances susdites. Ils sont là, non pour agir au nom de leurs électeurs, mais au contraire pour faire cautionner le pouvoir mondialiste par la voie électorale afin d'accréditer l'instauration du nouvel ordre mondial. Le pouvoir mondialiste a besoin de la caution populaire pour se justifier, pour entretenir l'illusion que le pouvoir vient d'en bas. Sinon, les détenteurs de ce pouvoir seraient obligés de tomber les masques et de montrer leur véritable visage satanique, de découvrir leur véritable nature, et leur véritable nature qui incarne les puissances de l'enfer. C'est la Révolution française, la Révolution bolchevique, ce sont toutes les révolutions du monde occidental, tous les fabricants d'idéologie, toutes les guerres modernes. C'est d'abattre le soi-disant ancien monde que représente la nation, la famille, la religion catholique, dont la France et l'Europe sont, à leurs yeux, la synthèse millénaire parfaite qu'il faut détruire en priorité. Ils se veulent progressistes alors même qu'ils renvoient le monde à l'ère pré-christique ou antéchristique, en un temps où régnait l'obscurantisme absolu sur des peuples esclavagisés, où des potentats aux mœurs sardanapalesques affirmaient leur puissance en sacrifiant des êtres humains aux divinités sardoniques qui gouvernaient l'esprit du monde. Je n'avais pas rédigé ces lignes que le président Hollande recevait le prix du meilleur homme d'État mondial de l'année, décerné par une organisation, l'Appel de la Conscience, une fondation humaniste américaine, comprenez communiste, et peut-être pire, créée par un rabbin new-yorkais, que l'un des plus exécrables, des plus incompétents, des plus impopulaires hommes d'État que la France ait connu de toute l'histoire de la République, excepté la parenthèse jacobine, qui est responsable de l'assassinat de 230 de ses compatriotes, et qui porte en bandoulière le haut mépris dans lequel il tient le peuple français de souche, puisse être distingué par une organisation américano-sioniste, justifie et certifie tout ce que j'ai avancé dans ces 3 volets. Nous devons être convaincus désormais, et les électeurs doivent le savoir, que ceux qui iront voter en 2017 à l'occasion de l'élection présidentielle ne peuvent plus être considérés comme des citoyens authentiques, mais comme des complices du système. La seule façon pour les Français lucides, courageux, las de subir les humiliations des agents stipendiés du système, décidés à défendre leur patrie et à prendre leur destin en main, consiste à s'engager résolument dans la voie proposée par Force française pour 1. Dénoncer le système électoral républicain et abolir la République. 2. Instaurer la démocratie directe, c'est-à-dire le référendum d'initiative populaire ou nationale. 3. Décréter l'instauration d'une dictature autodéterminée, transitionnelle de 3 ans, le temps de mettre en place les nouvelles institutions en concertation avec le peuple français. Il n'y a pas d'autre issue possible. C'est cela ou le prochain chef de la mafia républicaine,
le chef de l'État, le prochain chef de l'État, ira chercher son prix à New York, non plus comme meilleur homme d'État de l'année, mais comme meilleur homme d'État de tous les temps, pour mission accomplie. 1. Peuple français liquidé. 2. Territoire français rayé de la carte. 3. Civilisation française éradiquée. À bon entendeur.